André, bienvenue sur ce Talk Milipol consacré au thème de la vidéoprotection et de la reconnaissance faciale. Alors, la vidéosurveillance, appelée maintenant vidéoprotection, a envahi notre quotidien depuis plusieurs années. Elle a aussi permis, dans le domaine criminel ou terroriste, d'apporter des preuves et d'arrêter de nombreux suspects. Les technologies progressent de manière régulière, que ce soit en qualité avec l'apparition de standards haute définition, voire très haute définition, mais également les technologies progressent sur les nouvelles fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale, mais également le tracking et d'autres, qui font d'ores et déjà de la vidéo non seulement une technologie de surveillance, mais également une technologie de contrôle et de recherche. Alors pour parler de ce sujet avec nous, trois invités. À ma droite, monsieur Patrick Sed, chef de laboratoire Vision et Ingénierie des contenus au CEA List, le commissariat à l'énergie atomique. À sa droite, monsieur Jean-François Sutzer, consultant pour de grands groupes industriels et grand connaisseur de ces domaines. Merci Jean-François. Et à ma gauche, monsieur Luc Tombal, qui est directeur de la stratégie du développement de marché à l'édition sécurité d'Aidema. Donc, merci à vous d'être là. Alors, peut-être une première question pour entrer directement dans le sujet. On voit donc différents types de technologies qui arrivent, les capteurs, les algorithmes, les réseaux, donc tout ça augmente en qualité, en débit. Et qu'en est-il finalement de la convergence de toutes ces technologies? Est-ce qu'on va avoir apparaître des nouveaux standards qui permettent, je dirais, d'avoir une vision un peu globale de cet aspect, de ce mélange de technologies pour avoir des nouvelles fonctionnalités? Alors, du point de vue technique, en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les années 2000 ont vu une vraie révolution au niveau des réseaux de capteurs, des capteurs, vous l'avez dit. Les années 2010, c'est plutôt sur les algorithmes que les choses ont explosé, avec l'apparition de nouvelles techniques de machine learning, le deep learning, des nouvelles techniques d'apprentissage qui ont permis de vraiment booster les performances des algorithmes. La convergence dont on parle d'un point de vue technique pour les années à venir va être justement l'association des capteurs, des algorithmes bien sûr, mais aussi des moyens de calcul à associer à ces algorithmes de plus en plus gourmands, de plus en plus exigeants. Et la convergence va venir quand on aura réussi à avoir les bons algorithmes, prenant en compte la physique des capteurs dont nous disposons, et aussi les moyens de calcul adaptés et les plus Donc on va avoir des sauts technologiques dans les années qui viennent à cause de cette convergence? Probablement, c'est ce qu'on peut aujourd'hui anticiper. Alors, peut-être une question, Jean-François. Toute cette technologie, pourquoi faire? Oui, enfin d'abord, s'il est vrai qu'en technique les choses convergent, la réalité c'est que les systèmes de vidéosurveillance, bien souvent ils existent déjà, certains avec des éléments qui ont plusieurs dizaines d'années d'âge, et donc quoi qu'on fasse, il faudra un certain temps avant que, même si on aboutit à une véritable convergence technique, ça passe sur le terrain. Il y a une réalité de ce point de vue-là. Oui, ce sont des lourds investissements, rappelons-le. Oui, et ça prend beaucoup de temps. Et au-delà de la technique, il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte. Je pense qu'on en discutera largement. Et concernant la normalisation au sens vraiment formel, on est encore très loin de normes d'interopérabilité qui feraient que tout le monde utiliserait les mêmes interfaces et la production des mêmes données. Alors, sauf dans des domaines particuliers, je pense que notre collègue en parlera. Alors oui, de votre côté, donc vous êtes un industriel, vous travaillez avec, je dirais, ces technologies pour aboutir à des produits, à des fonctionnalités. Donc comment vous articulez vos travaux entre la recherche, l'application et puis le besoin client? Comment se structure cette chaîne? Peut-être pour répondre à cette question, je peux vous prendre un exemple d'une solution que nous avons mis en œuvre il y a maintenant 2 ans, qui vise à faire de l'analyse sur des vidéos après un événement. Malheureusement, nous avons connu depuis 2015 des épisodes terroristes. Suite à un événement, il n'est pas rare que les forces de l'ordre, les enquêteurs se retrouvent avec des dizaines de milliers d'heures de vidéos à devoir analyser. Et ces vidéos, on parlait d'interopérabilité, sont issues de différents systèmes. D'abord de différents systèmes de vidéoprotection, mais pas que. On voit de plus en plus de caméras portées. Chacun d'entre nous peut se transformer en caméraman grâce à son smartphone et poster
en temps réel sur les réseaux sociaux toutes ces images. Ça donne des volumes de données absolument astronomiques. Et donc, nous, industriels, lorsque nos clients, les polices, nous demandent qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, ce que nous avons mis au point sont des plateformes qui essayent de digérer un peu tous ces formats de vidéos, les analyser, et après qui vont permettre aux opérationnels d'effectuer des enquêtes en étant beaucoup plus efficaces. Avec des recherches justement liées des recherches liées à la reconnaissance faciale. Alors, reconnaissance faciale, ça c'est un peu le Graal, mais en général, ça ne commence pas par la reconnaissance faciale parce que vous n'avez pas forcément le portrait de l'individu. Ça commence par une description vestimentaire, une tenue vestimentaire. Ça peut être aussi un véhicule, une marque de véhicule, une couleur, une plaque d'immatriculation. Et après, une fois que dans votre investigation, vous avez avancé sur le sujet et pu récupérer le portrait d'un individu, bien évidemment, la reconnaissance faciale qui va vous permettre de tracer un individu et de reconstruire l'ensemble de son parcours, d'identifier les personnes qu'il a rencontrées et faire progresser l'enquête beaucoup plus rapidement. Ce type de solution, c'est du concret, elles fonctionnent, elles sont déployées au jour d'aujourd'hui en France, aux États-Unis, dans quelques pays asiatiques. Le retour d'expérience que l'on a, c'est que ça permet déjà de gagner un facteur 4 au niveau de la performance. C'est-à-dire que dans le passé, avec juste des outils de visionnage rapide, les personnes en charge de l'enquête, lorsqu'elles mettaient 4 heures pour identifier un indice, maintenant ne mettent plus qu'1 heure. Et comme on sait que dans les travaux d'investigation, le temps est le principal ennemi, c'est quand même un progrès considérable. Alors, justement, on parlait du Graal, un peu de la reconnaissance faciale. On voit aujourd'hui, pour ne pas le citer, Apple venir avec des systèmes de reconnaissance faciale pour ouvrir les smartphones, donc avec un niveau de confiance qui semble élevé. Est-ce que la reconnaissance faciale a aujourd'hui une maturité suffisante pour être réellement totalement fiable ? Alors aujourd'hui, à travers les travaux qu'on peut mener au sein de notre laboratoire commun avec Thales, le Vision Lab, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, cela a été dit, la reconnaissance faciale arrive vraiment au bout de la chaîne. C'est-à-dire qu'avant de faire la reconnaissance faciale, il faut avoir détecté les personnes, éventuellement les avoir suivies, avoir identifié que c'est la personne d'intérêt. Là, je parle évidemment pour les systèmes de vidéosurveillance, pas les systèmes de contrôle biométrique, on va dire, très contrôlés, mais vraiment pour ce qu'on appelle la reconnaissance on the fly, à la volée. Dans ce contexte-là, il y a toute une série d'algorithmes à développer avant pour être capable d'identifier la personne et d'accumuler le maximum d'informations sur la personne. Pourquoi ? La personne n'est pas collaborative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas présenter son visage au capteur. Donc ça veut dire qu'il va falloir retrouver dans les vidéos les images les plus pertinentes pour appliquer ensuite les algorithmes de reconnaissance faciale. Aujourd'hui, ce que l'on peut dire quand on regarde l'état de l'art, c'est que quand même les performances de ce type de vidéosurveillance sont très éloignées de ce que l'on a sur de la reconnaissance faciale collaborative. Il y a encore aujourd'hui un gap assez important entre les performances que l'on a dans les deux systèmes. Donc en gros, ce que vous nous dites, c'est que en collaboratif, ça fonctionne. Oui. En non collaboratif, c'est plus aléatoire. C'est plus aléatoire et plus dépendant des conditions d'acquisition du visage, la résolution, la distance, l'angle de vue, éventuellement les outils de masquage du visage qu'utilise la personne. Et c'est ce que je voulais dire quand j'indiquais que les systèmes de vidéosurveillance existants, ils n'ont pas été conçus pour faire ce genre de travail. Donc les éclairages, les positions de caméra et la position par rapport justement aux individus n'est absolument pas optimisée. Et on a pu faire des expérimentations ensemble d'ailleurs. Les 3 entités représentées ici, où on a pu voir qu'un même algorithme, un même individu, selon qu'on essaye de l'identifier quand il monte dans un bus et où il lève la tête et regarde bien dans la bonne direction de la caméra, et en gros la même caméra, le même algorithme, le même individu dans un couloir ou au pied d'un escalier de métro, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, je pense que ça illustre très bien le fait que le contexte est essentiel. Ça veut dire qu'il faut donc, je dirais, augmenter la qualité de l'hardware et puis des conditions d'acquisition, donc des capteurs, de la lumière, du positionnement des caméras, avant d'espérer que les algorithmes fonctionnent, ou est-ce que les algorithmes vont tellement s'améliorer qu'on va pouvoir prendre une qualité qui est moindre ? C'est ça ma question. En fait, je pense quand même qu'il faut au moment se ramener aux paramètres physiques.
C'est-à-dire que la biométrie utilise les caractéristiques du visage. Donc le premier principe, c'est de voir le visage. Ça paraît trivial, mais il faut quand même le rappeler. Donc effectivement, on aura des barrières en fonction des systèmes d'acquisition. Maintenant, c'est vrai que l'algorithmie progresse de plus en plus. Bon, l'Apple 10 dont vous parliez est un exemple un peu particulier, puisqu'on est quand même à proximité du téléphone et on a envie de le déverrouiller, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Malgré tout, les algorithmes progressent et effectivement, on espère réduire la nécessité de couvrir tout l'espace de caméras, évidemment. Mais malgré tout, il faudra probablement développer les systèmes en fonction des besoins opérationnels. Et pour ça, il faut que le propriétaire du système vidéo le mette dans ses spécifications, dans son besoin. Si sa priorité, c'est de faire rouler des trains et pas d'identifier des individus, il mettra ses caméras aux endroits qui l'aident à faire rouler ses trains. Oui, donc ça, il y a tout le problème qu'on a toujours connu entre l'opération et la sûreté pour les grands opérateurs. C'est vrai que c'est un point très important. C'est vrai que si vous positionnez une caméra en hauteur, par exemple, pour compter le nombre d'individus dans une foule, et que derrière vous voulez utiliser cette même caméra pour faire de la reconnaissance faciale, vous n'aurez aucun résultat. Donc nous, industriels, nous essayons de travailler le plus en amont possible avec les concepteurs de solutions pour les aider au positionnement des caméras. Je voudrais quand même revenir sur ce qu'on a dit précédemment. Nous sommes en France, donc en France, on a toujours une tentation de voir le verre à moitié vide. Il est quand même aussi à moitié plein. Ces 10 dernières années, des progrès considérables ont été faits sur les algorithmes notamment, et qui permettent déjà d'avoir des systèmes opérationnels et qui fonctionnent. Pour ce qui nous concerne, la société Idemia, nous avons déployé notamment des systèmes au Moyen-Orient dans des lieux publics et qui permettent déjà de faire de l'identification par reconnaissance faciale en temps réel, avec des résultats qui sont satisfaisants. On ne prétend pas identifier tout le monde, ce n'est pas le sujet, mais nous avons des performances tout à fait acceptables, avec des taux d'erreur également acceptables pour les utilisateurs. Est-ce que ces technologies de reconnaissance qui sont liées aussi aux technologies de tracking, est-ce que le tracking a fait aussi des performances, je dirais, comparables à celles de la reconnaissance faciale? Alors, quand on parle de reconnaissance faciale, il faut bien différencier quand même deux cas d'usage, qui est l'identification au sens retrouver la carte d'identité de la personne en associant donc... ça, c'est le collaboratif un peu quand même. Pas forcément. Le visage de la personne qui passe dans le couloir de métro avec un fichier d'identité, de la réidentification. On va utiliser simplement le visage pour être capable de dire la personne que je suis en train de voir à cet endroit, je l'ai déjà vue dans mon réseau de caméras un peu plus tôt. Enfin, de reconstruire typiquement les trajectoires et donc passer sur plutôt des questions de tracking. Le visage peut aussi être utilisé pour ça, à défaut d'avoir une identification biométrique au sens identité. Mais alors, on peut aller au-delà, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des expérimentations en cours dans le cadre du démonstrateur qu'Office voit à Châtelet, sur l'utilisation simplement des silhouettes, c'est-à-dire sans aller jusqu'à la reconnaissance faciale, et sur une courte période, c'est-à-dire sur quelques dizaines de minutes, comment essayer de retrouver dans la foule un individu qui vient de faire quelque chose et qu'on veut intercepter un peu plus loin. Et bon, il y a des progrès en cours, mais là encore, la façon dont les caméras sont installées, l'éclairage ont un rôle essentiel. Ça avance, mais c'est encore une question de décision d'investissement, de matériel à la base. Alors, je voulais revenir un tout petit peu sur... on a parlé de recherche de scène. Qu'est-ce qu'il en est du spectre visible et non visible? Est-ce qu'on fait aussi de la reconnaissance faciale avec des caméras jour-nuit? Comment ça fonctionne, ça, techniquement? Oui, bien sûr. On peut utiliser des caméras infrarouges. C'est l'infrarouge qui est assez publicité. Il existe aujourd'hui des technologies de reconnaissance faciale basées infrarouge, qui, à ma connaissance, sont quand même un peu moins performantes que le collaboratif visible, et peut-être que mon collègue pourra c'est des sujets que l'on vous pose? C'est des sujets que l'on traite. Alors, là, pour le moment, on est plutôt en laboratoire.
Pour être honnête, sur le terrain, la lumière non visible, le non visible est quand même beaucoup plus compliqué à traiter du fait que vous avez tendance à avoir une image plus aplatie, moins de relief, et même en utilisant les technologies d'auto-apprentissage qui ont été mentionnées, c'est quand même un sujet qui reste compliqué et un sujet de laboratoire au jour d'aujourd'hui. D'accord. Alors, on a parlé biométrie et puis reconnaissance. Où est-ce qu'en est la législation française en la matière et peut-être même européenne? C'est-à-dire que finalement, cette biométrie, est-ce que tout ça est totalement légal aujourd'hui? C'est pas la biométrie en tant que telle qui est la question. C'est quand on construit et qu'on demande l'autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance, on obtient une autorisation avec des conditions qui sont celles qu'on a demandées et des finalités. Et aujourd'hui, très clairement, les opérateurs qui font des demandes n'ont pas l'autorisation de recueillir des données biométriques. Aujourd'hui, et c'est quasiment le cas dans toute l'Europe aujourd'hui, je pense que... C'est-à-dire qu'on ne peut pas se créer de base de données biométriques à partir de la vidéosurveillance. Ou inversement, on ne peut pas rechercher un opérateur qui dispose d'un système de vidéosurveillance ne peut pas, pour ses propres besoins, rechercher un individu à partir de ses caméras de vidéosurveillance. Après, j'évoquais les expérimentations de tracking. Là, après un an d'échanges et de compromis avec la RATP et la CNIL, on a réussi à obtenir l'autorisation d'expérimenter à petite échelle dans un lieu ouvert au public ce que j'évoquais, c'est-à-dire les silhouettes de personnes et en ne conservant les données que pendant quelques dizaines de minutes. Et rien que cette autorisation a demandé l'intervention d'un député qui a présenté le dossier devant la commission plénière de la CNIL, et ce qui fait un peu sourire, on l'a obtenu à la condition de ne pas transmettre les données recueillies à la police. Donc, ce qui veut dire que, non mais c'est intéressant parce que ça veut dire que socialement et sociétalement, je dirais même, on a encore des freins à l'intégration des systèmes pour des fonctions de sécurité et que ces freins, finalement, ils ne sont pas plus puissants que les freins technologiques aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un frein pour développer les technologies. C'est-à-dire que les laboratoires de recherche comme les nôtres, nous n'avons pas accès à des bases de données conséquentes pour pouvoir entraîner nos algorithmes et faire progresser nos algorithmes. Donc là, nous sommes dépendants effectivement des lois de notre pays et qui sont très différentes dans le monde. Voilà. Nous sommes en concurrence avec d'autres laboratoires, évidemment, d'autres pays qui ont des législations plus favorables, au moins pour l'expérimentation. Donc on est un peu frileux, vous pensez, en France, sur ce sujet-là? Je pense qu'il faut dire en Europe, parce qu'on a fait ensemble des projets européens et on a pu voir dans toute l'Europe, on avait à peu près les mêmes conditions. D'accord. Donc, sur ces sujets, pardon de vous interrompre, c'est vrai que parfois la réglementation peut être un frein, mais quand bien même, des systèmes peuvent être déployés en utilisant la reconnaissance faciale. Je peux vous prendre quelques exemples. Premier exemple, on sait au jour d'aujourd'hui extraire l'ensemble des caractéristiques d'un portrait et mettre ça dans l'équivalent d'un QR code. À partir du moment où vous mettez ça dans un QR code, vous pouvez imprimer ce code sur un document d'identité, sur un titre de transport, et ensuite, lorsque l'usager ou l'intéressé veut franchir une barrière, rentrer par exemple sur un site d'importance vitale, il peut présenter ce document et on va venir comparer la biométrie qui est sur ce document avec la biométrie qui est prise par la caméra. Dans ce cas-là, on procède à une authentification et qui est pleinement légale en Europe et en France, dans la mesure où l'individu est conscient qu'on est en train d'utiliser sa biométrie et qu'il n'y a pas la mise en place de bases de données centralisées. Oui. Autre exemple, dans le même style, nous avons mis IDEMIA, donc a mis en place il y a 15 jours, on est très fiers de ça, à l'aéroport de Changi à Singapour, un système biométrique basé sur la reconnaissance faciale qui permet de tracer le parcours de l'ensemble des passagers. On parle là de 100 000 reconnaissances biométriques par jour sur le terrain. Et là encore, dans la mesure où vous n'avez pas une base de données centralisée, ça fonctionne.
Dernier exemple. C'est basé sur la Ça va être carte basé- d'embarquement? C'est basé sur la carte d'embarquement et on va, lorsque l'usager se présente devant le premier équipement, on va prendre son visage et calculer ce qu'on pourrait appeler un identifiant anonyme. Alors c'est un peu bizarre d'appeler un identifiant anonyme, mais c'est une signature qui va permettre de tracer l'individu. C'est anonymisé. C'est ça que vous voulez anonymisé. dire. Ouais, d'accord. Mais c'est bien pour ça que j'avais répondu système de vidéosurveillance. C'est bien en ce sens-là que effectivement, il y a vraiment deux mondes, des applications spécialisées, dédiées, sur lesquelles, métier par métier, on peut avoir des autorisations. Et puis la règle générale dans les systèmes de vidéosurveillance des lieux recueillant le public, où là, les règles que j'évoquais s'appliquent. Alors, une petite question quand même, parce qu'on se dit, est-ce que ces systèmes-là sont leurrables, finalement? Est-ce que des gens qui sont bien préparés peuvent leurrer des systèmes, le maquillage, les systèmes de masques, etc., etc. Comment on arrive à leurrer un dispositif de vidéoprotection et de reconnaissance faciale? Alors, il y a leurrer et empêcher le système de fonctionner. D'accord. Comme je disais, quand on n'est pas sur un passage d'une barrière où là il faut être collaboratif, on peut bien sûr occulter son visage avec capuche, bonnet, barbe, fausse barbe, etc. Donc ça c'est une première solution. Pour tromper, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui les systèmes deviennent quand même suffisamment performants pour éliminer pas mal d'erreurs. Hein. Juste prendre par exemple le cas de l'iris, hein, où on va regarder le sang circulant dans l'œil pour s'assurer qu'il n'y a pas un faux œil qui serait utilisé ou une image d'un œil, etc. Bon, c'est un exemple. Donc il y a des tas de technologies qui permettent d'éviter quand même le leurrage. Alors, sur la reconnaissance faciale à proprement parler, les masques sont un sujet aujourd'hui d'inquiétude parce qu'il existe aujourd'hui des masques très très réalistes et c'est très facile à faire, des masques en silicone pour essayer de fausser l'identité. Aujourd'hui, les capteurs sont de plus en plus capables malgré tout de discerner une peau humaine d'une peau synthétique. Ouais, donc on a toujours c'est la lutte combat, toujours, mais c'est pas si simple que ça. Non. Sans oublier le risque d'intrusion cyber qui peut faire que bêtement, c'est la vidéo de la veille qu'on présente au système. Oui, donc ça c'est autre chose, c'est la sécurité des systèmes d'information, ça fait l'objet d'un autre talk, mais c'est un système, c'est une préoccupation qui est constante dans tous les systèmes numériques. Alors peut-être un petit mot pour aller un petit peu plus loin sur les champs d'application, parce que on parle évidemment au contrôle de lieux recevant du public, les gares, les aéroports, mais on peut imaginer également d'autres aspects. Je ne parle pas du contrôle collaboratif comme contrôle aux frontières, mais la circulation routière, les colis suspects, ou voire la détection de produits illicites avec la vidéosurveillance. Alors, c'est pas lié à la reconnaissance faciale directement, mais c'est lié peut-être à d'autres technologies qui peuvent utiliser la vidéo et qui peuvent, avec des algorithmes correspondants ou des spectres d'analyse de spectres, pouvoir faire d'autres types de détection. Donc c'est aussi des champs de travail, ça, oui, bien sûr. Des axes de travail. Bien sûr. Alors effectivement, le véhicule est beaucoup plus facile à monitorer qu'une foule, évidemment, dans le métro. Donc effectivement, reconnaissance de véhicules, de marque et modèle de véhicules, de plaques d'immatriculation, c'est des choses qui aujourd'hui sont efficaces. Alors là, évidemment, après, la question subsidiaire, c'est est-ce qu'on est capable en plus d'aller détecter des matières dangereuses, évidemment radioactives, chimiques ou explosives dans ce genre de système. Il existe aujourd'hui des systèmes mis en œuvre sur le port du Havre, par exemple, développés par un consortium industriel, où justement on va scanner tous les camions tous les containers qui vont sortir des bateaux, donc pour justement essayer. Alors ça c'est des éléments plus. Ben, est-ce qu'on peut utiliser la vidéo, je dirais, traditionnelle ou avec un capteur supplémentaire pour faire Alors évidemment, le capteur vidéo va permettre de mettre en relation des mesures faites à différents endroits. Oui, alors c'est justement ça qui est peut-être une piste. C'est pour le moment, on est au niveau des pistes, qui est quand on ne peut pas créer des goulets d'étranglement pour faire des contrôles, des capteurs répartis qui peuvent générer des signaux faibles et qu'on peut corréler ces signaux faibles à un ou des individus grâce au tracking
peut permettre, avec l'intelligence qui va bien, de suivre cet individu jusqu'à un endroit où on pourrait l'intercepter ou affiner l'analyse sans risque pour le reste du public. Pour le moment, c'est vraiment une piste de recherche, il n'y a rien, mais c'est un sujet de réflexion. Vous évoquez les colis suspects, je voudrais revenir sur ce point, on en parle beaucoup. Alors d'abord, actuellement, avec les technologies actuelles, si on recherche les colis suspects, le problème c'est qu'on va générer énormément de fausses alarmes et donc ce ne sera pas exploitable sur le terrain. Et si on regarde ce qui se passe dans les lieux publics, en général, le problème n'est pas d'identifier le colis suspect, puisque dans le climat d'insécurité, le sentiment d'insécurité actuel, environ au bout de 5 secondes après que le bagage soit abandonné, vous avez un agent de sécurité qui est au courant qu'il y a un bagage abandonné. La vraie question, c'est qui a déposé ce bagage. Et avec les solutions technologiques existantes, il est au jour d'aujourd'hui possible de retracer le parcours d'un individu et de voir en temps réel si cet individu est toujours, par exemple, dans la gare où le bagage a été abandonné. Alors, on est dans un talk show qui se fait dans le cadre de Millipol. J'en profite pour faire un peu de pub. Donc, Aidemia, nous serons présents, bien entendu, à Millipol. Et vous pourrez voir ce type de démonstration, comment on peut effectivement retracer le parcours d'un individu qui aurait abandonné un bagage avec les technologies et les systèmes existants. Donc il y a déjà des technologies qui fonctionnent pour répondre à cette problématique. Alors, peut-être un peu de prospective aussi. On parle beaucoup actuellement d'intelligence artificielle. On parlait de deep learning, etc. Mais en fait, globalement, ce sont des technologies d'intelligence artificielle. Est-ce que les progrès que l'on peut attendre à la fois dans les technologies d'intelligence artificielle, mais aussi dans l'exploitation du big data, peuvent, je dirais, renforcer et fiabiliser les technologies de vidéosurveillance? C'est-à-dire le lien entre la vidéosurveillance, un système, et le deep learning peut-être plus large, sur des bases de données interconnectées, etc. Incontestablement. C'est déjà en cours, hein, puisqu'aujourd'hui, dans les systèmes que nous développons avec Thales, nous intégrons déjà massivement ces technologies d'intelligence artificielle dans les systèmes. Parce que justement, les scènes sont complexes. On demande une analyse sémantique de plus en plus importante dans l'analyse des scènes. C'est qu'on ne veut plus juste détecter une personne, mais comprendre que la personne est en train d'interagir avec une autre, qu'elle a utilisé tel équipement, qu'elle a eu tel comportement, etc. Donc on monte dans la sémantique, on monte dans la description des images. Et là, il n'y a que l'intelligence artificielle, évidemment, qui peut répondre, avec évidemment des enjeux de robustesse, d'efficacité aussi, de temps de calcul, parce qu'il ne faut pas non plus avoir besoin d'un supercalculateur derrière chaque caméra. Donc là, il y a un vrai problème. Mais ça ne s'applique qu'à certaines situations. En fait, ce dont on s'aperçoit quand on confronte ces technologies avec le terrain, c'est ce que justement il a été possible de faire au cours des 2 dernières années. On s'aperçoit, comme l'évoquait Luc, on génère des fausses alarmes quand même de façon assez notable. Et à un moment donné, on s'aperçoit que l'opérateur humain a une capacité d'appréciation de la normalité qui peut être plus efficace que ces outils. Et donc, il faut trouver le juste équilibre pour ne pas le saturer avec ces fausses alarmes et, malgré tout, profiter des progrès qu'on évoquait. Et on est vraiment... C'est une des difficultés aujourd'hui comment vendre ces nouvelles technologies à des opérateurs de terrain qui ont du métier et qui connaissent les situations et qui savent bien plus vite qu'un algorithme dire « Ah ben celui-là, c'est le mendiant que je connais, il vient tous les jours ». Oui, il faut penser ces systèmes comme des systèmes d'assistance aux opérateurs de sécurité. C'est un peu comme le véhicule autonome, peut-être qu'un jour toutes les voitures rouleront toutes seules. En attendant, on essaie déjà d'apporter de l'assistance aux conducteurs. C'est un peu la même chose pour les opérateurs de sécurité. Le volume d'informations est trop important, ils ne peuvent pas tout gérer humainement, ce n'est pas possible. Donc il faut leur apporter c'est le nombre de caméras et de capteurs qui fait que ça devient possible. Voilà, tout à fait. On ne peut pas analyser tous les réseaux humainement, toutes les caméras, toutes les images acquises par toutes les caméras dans le réseau de la RATP ou de la SNCF. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Le talk touche à sa fin. Je pense que vous serez nombreux à aller à Millipol visiter l'ensemble des stands, parce qu'il y en a beaucoup qui traitent de ce thème de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale et plus globalement des capteurs. Donc merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous un peu plus tard dans la journée pour un nouveau talk sur un nouveau sujet. Merci.